Président. Vu la présentation implicite qui me précède, je vais avoir du mal à être dans un rôle de composition. Je vous remercie très sincèrement de m'avoir invité, sachant que j'ai effectivement été de ceux qui ont commis l'un ou l'autre article, l'un ou l'autre ouvrage en relation avec le franc CFA. Et donc je l'ai fait et vous avez malgré tout tenu à m'associer à vos travaux. Je vous en sais gré. Et je voudrais penser en tout cas que tout le monde ira jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire faire en quelque sorte une opération aussi de vérité. Les monnaies ont besoin de vérité. Si nous sommes aujourd'hui devant une commission parlementaire qui est les affaires étrangères, c'est bien que la perception française aujourd'hui, c'est que cette monnaie n'est pas qu'une monnaie africaine, sinon on n'en déciderait pas au Parlement français. Et c'est aussi une perception encore plus profonde, c'est que les externalités aujourd'hui négatives de cette monnaie génèrent en Afrique un certain nombre de tensions qui probablement, en tout cas qui à mon sens, ne sont pas des tensions négligeables. Je les qualifierais même d'explosives, dans le sens où elles sont portées par la jeunesse, et donc la démographie du rejet va beaucoup plus loin que ce qu'on peut imaginer. Ce n'est pas un rejet qui est limité à l'Afrique francophone. Il y a aujourd'hui des conférences partout en Afrique qui parlent du franc CFA, en Afrique du Sud, etc., au Malawi, et donc je pense que c'est plutôt une bonne chose, voire une très bonne chose, que vous vous souciez de cette question. Qu'il me soit donc autorisé de me souvenir d'un 29 mai 2005, que vous connaissez tous, puisque c'était le jour du traité de Rome 2005, et que nous sommes effectivement un 29 mai. Voilà, on se rappelle du résultat. C'est donc exactement il y a 24 ans. Pourquoi est-ce que je rappelle cet événement historique? C'est parce qu'en réalité, les populations africaines qui sont utilisatrices du franc CFA n'ont jamais eu l'occasion de participer démocratiquement à un exercice les amenant à choisir leur monnaie, à choisir leurs options monétaires. Ça ne s'est jamais produit. Avec d'ailleurs ce paradoxe énorme que vous apprécierez, c'est que pour changer le nom de cette monnaie qui est dite africaine, il a fallu que le Parlement français se prononce, et le Parlement français s'est prononcé sous le regard de l'Union européenne, c'est-à-dire en respectant les avis de conformité de l'Union européenne, mais jamais aucun Parlement africain ne s'est prononcé. Ça veut dire qu'en gros, l'écho, s'il avait existé ou s'il était amené à exister, pourrait exister par des décisions de Parlement européen ou du Parlement français, approuvées par l'Union européenne, sans avoir à requérir l'avis des parlementaires, ne serait-ce que vos collègues africains. Je pense que c'est quand même une question à laquelle vous pourriez aussi, en tant que parlementaire et représentant du peuple, vous pourrez vous poser aussi quelques questions. Ce que je souhaite mettre en avant ici, et mon accroche va dans ce sens-là, c'est le fait que la monnaie va au-delà de la question purement économique, de la question du lien, disons de la tenue d'un taux de change qui serait à l'équilibre ou pas à l'équilibre, etc. La monnaie va bien au-delà de cela. Et même l'économie va au-delà de ça. Aujourd'hui, une des monnaies qui maintient son niveau par rapport au dollar, c'est le kwacha de la Zambie. Et pourtant, l'économie zambienne va très mal. Mais leur monnaie réussit à se maintenir à un niveau élevé parce qu'ils ont suffisamment de réserves pour maintenir leur monnaie à un haut niveau. Mais ça ne veut pas dire grand-chose sur la vitalité de leur économie actuellement. C'est pour ça qu'il faudrait, à mon sens, je suis plus pour une approche plus institutionnaliste, plus multifactorielle de la monnaie. Et la perception qui apparaît à nombre d'Africains sur la question du franc CFA, elle est effectivement historique. Mais il ne s'agit pas d'un péché originel.
j'apprécie l'expression et je remercie Bruno Cabriac d'en avoir parlé. Il s'agit d'une constitution. Ce n'est pas un péché qui se serait produit à un moment donné, mais c'est une forme de génétique de la zone. Elle est constituée avec un certain nombre de principes qui sont des principes de la colonie. Ces principes, quand on dit que ce sont des principes de la colonie, ce n'est pas une agression verbale. C'est un fait d'abord historique, mais c'est aussi une rationalité. C'est-à-dire que vous avez un empire, vous voulez donner un visage à votre empire, et qu'est-ce que vous faites ? Entre autres, il y a des frontières, il y a des signes monétaires qui vont se distribuer au sein de l'Empire. Il y a une banque qui va réguler la circulation monétaire, aussi bien en métropole que dans les colonies. Donc en réalité, les 4 principes cardinaux, à savoir la centralisation des réserves, l'arrimage fixe à un taux de change, etc., la libre transférabilité des fonds, des capitaux, ce sont des principes qui sont des principes naturels à un empire et qui sont naturels à une colonie. Et ces principes sont aujourd'hui encore fonctionnels. Ce qui, évidemment, pour les Africains, entretient l'idée d'une colonialité monétaire. C'est-à-dire qu'on est passé d'une situation de colonie à une situation indépendante, mais avec les mêmes principes que les principes de la colonie.